que notre système d'éducation nationale est gangréné par un néo-communisme en Amérique, comme en France, comme en Angleterre, comme en Allemagne. Quand on regarde nos télévisions, eh bien, ou nos radios nationales, là, on peut dire que les 3/4 animateurs sont de culture marxiste-léniniste. C'est la culture de mort au sens de tout ce qui s'attaque au principe de la vie. Toute la connivence LGBT, avortement, euthanasie, etc. C'est donc le communisme en cela est une religion démoniaque, probablement en effet. C'est une religion, elle a ses dogmes, le marxisme, elle a son clergé, que le parti communiste, avec son parti intérieur, ses grands dirigeants, c'est un virus mutant et on assiste aujourd'hui à une sorte de concomitance génocidaire de phénomènes pas absolument identiques, mais qui affectent aussi bien en effet les États-Unis que l'Europe. Bernard Antony, ancien député européen et essayiste, réclame la justice pour les 100 ans de crimes communistes. Il considère le communisme comme une religion démoniaque et un virus mutant qui se propage dans la culture, l'éducation et les médias. Bonjour Bernard Antony. Bonjour Ying. Bienvenue à l'émission Esprit français. J'en suis très heureux. Et est-ce que vous pouvez vous présenter? J'ai fait une carrière professionnelle d'abord dans l'industrie pharmaceutique et puis ensuite j'ai été élu au Parlement européen pendant 15 ans et j'anime des mouvements de défense de l'identité chrétienne de la France. Et aujourd'hui, notre sujet est le crime du communisme et son infiltration dans l'Église. Et à l'âge de 10 ans, vous êtes déjà devenu anticommuniste. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'avais une éducation de par mes parents. On m'apprenait que le communisme était une abomination et j'allais à l'école primaire laïque de mon village. Un jour, l'institutrice nous a dit sa joie de ce que le Viet Minh, en Indochine, qui était le mouvement communiste indochinois, ait remporté la victoire contre l'armée française à Dien Bien Phu. Et là, j'ai accueilli cela avec beaucoup d'indignation. Je lui ai dit, vous êtes une méchante dame. Et comment, si jeune, vous pouvez déjà avoir cette notion du communisme? Eh bien, parce qu'il y avait ce que j'apprenais de par mes parents, mais il y avait aussi l'influence d'un illustré pour enfants qui s'appelait Coq Hardy. Et dans cet illustré, la bande dessinée était notamment sur la résistance des anticommunistes vietnamiens face au communisme indo-chinois. Je lisais, j'en ai encore dans le haut du meuble derrière chez moi, j'ai gardé des collections de ce journal Coq Hardy. Ce journal Coq Hardy il y avait une bande dessinée à la gloire du colonel X. C'était un colonel de parachutistes qui combattait le Viet Minh. Son ennemi s'appelait Pavot Jaune. Et donc, j'étais très, très imprégné par cela et je voulais naturellement devenir parachutiste moi aussi. J'étais un enfant. Je ne suis pas devenu parachutiste, mais j'ai fait la préparation militaire parachutiste. Donc, j'aimais beaucoup aller à l'école des troupes aéroportées le dimanche matin pour sauter en parachute. Mais je dois dire aussi que les régiments parachutistes, comme celui dans ma ville de Castres, à côté où je vais quelquefois, donc j'ai bien des amis parmi les différentes générations de parachutistes. Les parachutistes, mais pas seulement eux, ont constitué donc une partie très consciente de l'armée française, certainement celle dans laquelle il y avait des officiers d'élite qui ont compris la nécessité de combattre le communisme. Ils avaient compris en Indochine. J'ai eu
la chance, la providence de devenir un grand ami de quelqu'un qui s'appelait Ivan Tomasi. C'était le héros et le saint du camp 113. Le camp 113, c'était une abomination. C'était un camp d'extermination communiste parce que les camps du communisme étaient autant des camps de la mort que les camps du nazisme. Et j'en veux pour preuve que j'ai eu là, il y avait cet ami qui s'appelait Ivan Tomasi, un grand officier venant de la résistance, un grand officier parachutiste, et donc il a tenu, il a réussi à survivre au camp Boudarel, dont je connais les abominations. Georges Boudarel était un communiste français qui était devenu commissaire politique du Viet Minh, et là, donc, on pourrait faire une émission uniquement sur ce camp 113 de Boudarel. Et le manifeste du Parti communiste a commencé par cette phrase: un spectre hante l'Europe, le spectre du communisme. Est-ce que le communisme est un démon? Le communisme est une création démoniaque. Hein? Il est une création démoniaque et d'ailleurs, des esprits très différents ont vu cela. Je voudrais citer ici, vous voyez, quelqu'un qui s'appelait Jules Moch. Jules Moch était le ministre de l'Intérieur du gouvernement français en 1948. Il avait brisé les grèves insurrectionnelles que menait la CGT, la Confédération syndicale communiste, à un moment où il était possible que le Parti communiste veuille prendre le pouvoir en France, comme il l'avait fait donc en Allemagne de l'Est, en Pologne, en Hongrie et ailleurs. Et là, Jules Moch, qui était un homme de gauche, Jules Moch, qui n'était pas du tout un chrétien, Jules Moch, qui avait été un grand résistant et dont le fils avait été tué par les nazis, eh bien, devant l'Assemblée nationale, que dit-il notamment? Il dit le bolchevisme moderne. Le bolchevisme moderne est la plus gigantesque entreprise de dépravation de l'homme qui ait jamais existé. Voyez-vous, pour dire ça, c'est ce que vous appelez, il disait, c'est démoniaque à sa manière. Et il rejoignait, lui, juif, franc-maçon, socialiste, il rejoignait le pape Pie XI qui avait fait une encyclique, c'est-à-dire un document d'enseignement doctrinal intitulé Divini Redemptoris. Les encycliques ont toujours un titre en latin. Et donc là, il écrivait notamment, c'est un texte très très important, mais j'en extrais là aussi 3 lignes. Le communisme est intrinsèquement pervers. Il ne faut donc collaborer en rien avec lui quand on veut sauver de la destruction la civilisation. Donc voyez-vous, deux hommes aussi différents que Jules Moch et que le pape Pie XI portaient ce regard sur le communisme, intrinsèquement pervers, abominable, et ce que toute son histoire prouve. J'ai écrit un livre sur le communisme, pour un siècle de communisme, 1917-2017. J'ai essayé là de faire la synthèse sur tous les écrits qu'il y a sur le communisme. Donc on sait aujourd'hui que le communisme a tué pour le moins, car aujourd'hui c'est bien dépassé 100 millions d'individus et a causé les malheurs de milliards de personnes. Voilà donc pourquoi il y avait une nécessité de combattre le communisme pour que ne s'abattent pas sur notre peuple les malheurs qui se sont abattus, notamment sur le grand peuple chinois. Et quand vous résumez les 3 principales menaces du communisme pour notre monde, c'est quoi les 3 grandes menaces? Ce qu'il y a eu de commun à toutes les sectes communistes, à tous les régimes communistes, ça a été l'abolition de la propriété privée, ça a été l'abolition de la famille et
l'instauration de la communauté des femmes, c'est-à-dire chacun prenant autant qu'il veut des femmes de l'autre, la rupture des liens entre les parents et les enfants, et le troisième point, c'est un bien-être exclusivement matériel. Donc votre question était très judicieuse en effet, abolition de la propriété privée, abolition de la famille et un bien-être uniquement matériel. Ça me fait penser récemment aux États-Unis, la ville de Cambridge a adopté une loi. Une personne peut avoir plusieurs femmes ou plusieurs maris et cette personne peut être du même sexe. C'est-à-dire multi-époux, sans nombre limité, peu importe le sexe. Est-ce que ça vous rappelle justement le bien commun et les femmes communes du communisme en URSS? Mais oui, parce qu'on a oublié qu'au tout début de la révolution russe, tous ces principes que nous venons d'évoquer ont été de rigueur. Il y a eu là l'éclatement total. Lénine voulait écraser la morale traditionnelle. Donc, effectivement, les débuts de la révolution russe ont été marqués par une révolution totale des mœurs. Cela ne s'est interrompu que lorsque, avec la Seconde Guerre mondiale, il a fallu retrouver de l'équilibre familial pour qu'il y ait à nouveau des enfants, et Staline, pas du tout par morale, mais uniquement par intérêt, donc a rétabli en quelque sorte la famille traditionnelle. Mais autrement, il est certain que dès le début, dans notre XXe siècle, le communisme a été l'élément de dissolution sociale la plus radicale. Les États-Unis aujourd'hui sont sur le chemin d'une gauche radicale vers le communisme et le socialisme. On le voit dans le mouvement Black Lives Matter et Antifa. On voit la révolution culturelle version américaine. Est-ce que ce virus du communisme est en train de se répandre dans le monde? C'est une révolution nouvelle. Le communisme est un virus mutant. Nous sommes un virus pire que le Covid. C'est un virus mutant et on assiste aujourd'hui à une sorte de concomitance génocidaire de phénomènes pas absolument identiques, mais qui affectent aussi bien en effet les États-Unis que l'Europe. Il y a là, dans ces phénomènes, ce qu'on appelle l'antiracisme, qui est une création marxiste, c'est-à-dire un racisme en sens contraire, et notamment en France, le racisme anti-blanc, ou aux États-Unis. C'est aussi d'ailleurs un racisme anti-asiatique. Donc, mais en France, c'est le racisme anti-blanc, de l'islamo-gauchisme. L'islamo-gauchisme est un phénomène de résurgence du communisme, avec son principal porte-parole, Madame Ouria Boutelja, que je combats en justice régulièrement. C'est comment dirais-je, la culture de mort au sens de tout ce qui s'attaque au principe de la vie, de la connivence LGBT, avortement, euthanasie, etc. C'est ce qu'on appelle le déconstructionnisme. Le déconstructionnisme qui consiste à démanteler tout ce qui fait le support d'une société. Cela a été l'œuvre d'idéologues qui s'appelaient Herbert Marcuse et William Reich, qui étaient ceux qui ont inspiré la révolution de mai 68. Il y a l'immigrationnisme, casser nos nations par un déferlement immigrationniste. Ceci a été la stratégie du Parti communiste dès sa création.
Est-ce que la France est bien aussi infiltrée par l'idéologie communiste? Elle est infiltrée, elle l'a été. La France a été un pays dans lequel le Parti communiste atteignait presque 30% des voix à une certaine époque, dont il représentait des masses ouvrières. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Mais ceux qui pensaient que le communisme s'est effondré avec la chute du mur de Berlin se sont trompés. Je me souviens d'avoir dit, c'est très bien que le mur soit tombé, mais le communisme, pour autant, n'est pas mort. D'abord, il n'était pas mort en Chine, ni en Corée, ni à Cuba, mais chez nous, il s'est maintenu, au fond, d'une manière plus subreptice, et notamment dans l'éducation nationale, dans l'université, dans les médias. On a effectivement des formes mutantes du communisme qui affectent la société française et dans la culture surtout. Quand on regarde nos télévisions, eh bien, ou nos radios nationales, là, on peut dire que les 3/4 comment dirais-je, des animateurs sont de culture marxiste-léniniste. Che Guevara, le Che, Chez Guevara, oui. ouais, Che Guevara est un révolutionnaire marxiste. Et Oui. il a tué beaucoup de personnes innocentes. Alors, la mairie de Paris, il y a 2 ans, a accepté que soit organisée, dans des locaux qu'elle a prêtés, une exposition à la gloire de Che Guevara. Je me suis opposé à cela, et voilà pourquoi nous avons traîné la mairie de Paris en justice. Nous avons perdu en première instance. Nous allons être en appel dans peu de temps. J'espère que nous gagnerons, parce que cette exposition était l'exaltation d'un grand criminel. Che Guevara, on en a fait un héros romantique. Il n'est pas un héros romantique, il a été un tueur. Et dans mon livre sur le communisme, je rappelle qu'il a été celui qu'on appelait à Cuba le boucher de la cabada. C'est-à-dire, il régnait sur une prison dans laquelle il a lui-même personnellement tué 600 personnes. C'était un boucher chez Guevara. Et donc là, il était un pur marxiste-léniniste, et il est scandaleux qu'on puisse donc exalter la mémoire de Che Guevara. C'est comme si on prenait la mémoire d'un compagnon d'Hitler et qu'on faisait une exposition à sa gloire. Mhm. Parce qu'en fait, il est maintenant, en gros, il est considéré comme un combattant de la liberté. Il a été un combattant contre la liberté. Mhm. Il y a un inversement des valeurs. Il y a eu une inversion radicale des valeurs. La mythification, on a mythifié Che Guevara, on fait des t-shirts avec lui. Tout ça est un système de mensonges, en effet, proprement démoniaque. Mhm. Le génocide vendéen est aussi considéré comme un modèle nazi et aussi pour le communisme. Et est-ce que les Vendéens tués en masse étaient pour défendre leur pays et leur religion? Le génocide vendéen, c'est le génocide modèle en quelque sorte. Ça a été le génocide modèle pour les jeunes Turcs, qui étaient grands admirateurs de Robespierre et donc qui voyaient dans le génocide vendéen ce qu'ils allaient faire avec le génocide des Arméniens. Lénine, quand il a séjourné en France pendant 3 ans, est allé souvent en Vendée et disait « Nous autres bolcheviks, nous devons prendre modèle sur ce qu'a fait la Révolution française en Vendée. » Il voulait dire par là « Nous n'avons pas à hésiter sur la liquidation de masses entières. » Voilà pourquoi le génocide vendéen, effectivement, a été donc un génocide modèle. Mm-hmm. Un ami français qui m'a dit
qu'on fait la louange de la Révolution française à l'école, mais on ne parle pas le coût humain. Alors, donc, alors, on n'a pas le temps ici de parler de la Révolution française. Il faut voir, ça a été le sommet de la Révolution française parce que les Vendéens se sont révoltés parce qu'ils n'acceptaient pas la conscription obligatoire, donc parce qu'ils n'acceptaient pas qu'on s'en prenne à leur foi. Donc, ça a été une révolte du peuple, des paysans, les Chouans. Les Chouans étaient des braves gens. Ils ont pris leur faux, ils ont pris leur fourche, et là, ils ont été écrasés avec des méthodes que l'on a retrouvées ensuite dans les colonnes infernales des nazis, dans la façon dont le communisme a tué en Ukraine, en Chine. Donc, on peut dire que rien de ce qui a été, de ce que l'on a vu ensuite dans les méthodes de terreur du communisme, qui n'a été en quelque sorte expérimenté avec la Vendée. En effet, Mao Tse-tung disait, lui, nous avons Silche Wanti a enterré vivant 400 confucéens. Il disait, nous en enterrerons 100 fois plus. Et on le sait, Mao Tse-tung a tué 1000 fois plus ensuite que Silche Wanti. Donc là, eh bien, on peut dire que c'est une constante du communisme que celle des exterminations et du génocide. Voilà pourquoi j'ai consacré ma dernière revue, le hasard fait que vous m'interrogez à ce moment-là, elle est arrivée dans ma boîte à lettres hier, c'est la revue Reconquête, et voyez, je l'ai titrée « Chine rouge, son emprise sur le monde ». D'accord. Et justement, vous pouvez nous parler un peu, c'est quoi l'emprise du communisme chinois en France? Aujourd'hui, j'ai parlé de l'emprise sur le monde. Il y a donc la puissance économique de la Chine, alliée d'ailleurs à un certain capitalisme international, s'exerce d'un point de vue économique. La France a laissé prendre par la Chine ses grandes industries. On lui vend certaines choses, mais on lui donne aussi les procédés de fabrication. C'est vrai de l'aéronautique, c'est vrai dans maintes industries. Voyez-vous, l'épidémie de Covid, c'est scandaleux, je viens de l'industrie pharmaceutique. La France avait une grande industrie pharmaceutique. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus capables de produire nos médicaments. On a tout laissé à la Chine, qui est devenue l'usine du monde. C'est ça aujourd'hui. C'est une emprise essentiellement économique, mais aussi une emprise idéologique dans la mesure où la Chine est un modèle totalitaire. Xi Jinping dispose, avec ses milliards de caméras, de moyens de contrôle sur un peuple comme aucun dictateur de l'Antiquité n'en a eu. C'est vrai en Afrique. La puissance chinoise en Afrique est considérable, et notamment dans les pays où il y a des terres rares dont le régime chinois a besoin. Donc c'est à la fois une emprise économique et puis un modèle politique avec la force d'un parti par lequel tout passe. C'est ce qu'on a appelé, c'est le régime de Big Brother. C'est le meilleur des mondes. Il y a des livres comme ça, prophétiques, qui ont vu ce qu'allait devenir notre monde. Donc la Chine aujourd'hui, c'est une alliance du communisme côté régime politique et du capitalisme côté économie, qui ressemble beaucoup à ce nouveau monde de GAFA et de Davos, qui est une alliance de la finance et de l'idéologie communiste. Il y a une ténébreuse alliance, une alliance secrète, discrète, entre ce capitalisme mondialiste et le communisme chinois. Parce qu'en fait, le secret du communisme, ça n'est pas du tout
l'égalitarisme. Ça n'est pas du tout qu'il veuille apporter de la prospérité au peuple. C'est le pouvoir d'un parti. C'est une mystique de pouvoir. Hein. C'est donc le communisme en cela est une religion démoniaque, probablement en effet. C'est une religion. Elle a ses dogmes, le marxisme, elle a son clergé, le Parti communiste, avec son parti intérieur, ses grands dirigeants, voyez-vous. Donc là, elle est essentiellement un pouvoir dont les GAFA eh bien, sont dans une forme, comment dirais-je, de contrôle des peuples tout à fait inadmissible. Parce que de quel droit se permettent-ils, alors qu'ils sont tout simplement des dépositaires de moyens de communication, d'imposer ce qui doit être dit dans ces moyens de communication? Ce qu'ils ont fait au président Trump était tout à fait inadmissible. Mhm. En fait, le Parti communiste chinois a commis beaucoup de crimes génocides qu'on en parle très peu. En fait, on parle beaucoup de crimes ou crimes de génocide de nazis, mais on ne parle pas de crimes du Parti communiste chinois. Par exemple, en Chine, des pratiquants de Falun Gong, qui est une croyance d'authenticité, bienveillance et tolérance, mais les pratiquants sont torturés et sont tués pour leurs organes. C'est vraiment des crimes au-delà de notre imagination, en fait. Hélas, donc c'est parfaitement ce qu'on peut imaginer de pire. Donc la réalité, c'est que on parle aujourd'hui, il y a pour 100 films sur l'abomination nazie, il y en a un sur le communisme. Il y a eu de grands films sur le communisme, par exemple du grand cinéaste polonais Wajda, donc sur Katyn. Mais c'est passé très rarement, très peu. Donc la mémoire de l'abomination nazie, c'est 100 fois plus que celle sur les crimes du communisme. Voilà pourquoi je me suis battu il y a quelques années pour qu'il y ait un procès international des crimes du communisme. J'avais organisé une grande réunion au Palais de la Mutualité à Paris pour exiger ce tribunal international des crimes du communisme. Et je le réclame toujours. Pour qu'il y ait un bilan, il ne s'agissait pas de pouvoir condamner à des peines, puisque nous n'en avions pas les moyens, mais au moins un tribunal de l'histoire. Et par exemple, là, il y a un règne du mensonge sur Hitler et Staline, parce qu'on érige Staline en héros de la guerre contre le nazisme, alors que Hitler et Staline ont été alliés pendant 2 ans, très exactement depuis juin 1939, quand l'Allemagne nazie a attaqué la Pologne, la pauvre petite Pologne sans défense. 3 semaines après, les Soviétiques venaient s'emparer de l'autre moitié de la Pologne, et Hitler et Staline ont collaboré jusqu'à ce qu'il y ait la guerre inéluctable entre ces deux démons, jusqu'à ce qu'il y ait la guerre inéluctable en août 1941. Donc, voyez-vous, on ne le rappelle jamais. Lorsque les Allemands sont rentrés dans Paris, hélas après la défaite française, pour bien des raisons, lorsqu'ils sont rentrés dans Paris, Staline a envoyé aussitôt un message de félicitations à Hitler. Les communistes ont été les premiers collaborateurs du nazisme. Et il ne faut pas oublier que c'est Hitler avait permis aux aux soviétiques, aux agents soviétiques, de venir se former à l'école de leur Gestapo, qui était un modèle d'abomination policière. Et d'après vous, c'est-à-dire en France, on a aussi réécrit certaines histoires? Là, on a cessé de travestir l'histoire.
et plus on s'éloigne de l'événement, plus on occulte la vérité. La vérité, donc, c'est que, alors que Hitler et Staline collaboraient, le Parti communiste français s'est engagé dans une attitude de collaboration avec l'Allemagne nazie. On a même vu le secrétaire général du Parti communiste français, Jacques Duclos, aller à l'ambassade d'Allemagne rencontrer l'ambassadeur d'Allemagne à Paris, Otto Abetz, pour lui demander de pouvoir rééditer l'Humanité, le quotidien du Parti communiste. La connivence allait très 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 loin. Le Parti communiste français a été le premier parti collaborateur avec l'Allemagne hitlérienne. Quelle est l'évolution du communisme en France? C'est-à-dire, par exemple, récemment, pendant 10 ans ou 20 ans, est-ce qu'il y a une évolution ou des formes différentes? Bien sûr, le Parti communiste n'a plus la puissance électorale qu'il avait jadis. Donc, en tant que Parti communiste, ça n'est plus un grand phénomène tel qu'il a été sous la 4e République et encore sous la 5e. Mais ces idées ont imprégné. Le virus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est un virus mutant, un virus qui se propage notamment dans la culture, dans les médias, où là, donc les idées, l'idéologie marxiste-léniniste, sous sa forme trotskiste. Alors, ça n'est pas tellement le communisme stalinien qui imprègne aujourd'hui les secteurs dont j'ai parlé, c'est le communisme trotskiste. Mais trotskiste, c'était le numéro 2 de Lénine. Donc, quand on parle du communisme, il ne faut pas uniquement ramener cela au Parti communiste français, mais ces idées donc, de subversion sociétale sont celles qui imprègnent notamment les écologistes et notamment toute comment dirais-je, la ramification des groupuscules gauchistes et notamment avec le phénomène de l'islamo-gauchisme. Et aujourd'hui, notre deuxième sujet, c'est infiltration du communisme dans l'Église. En fait, le but majeur du communisme est de détruire la famille et aussi détruire la moralité. Et pour eux, la méthode la plus rapide est s'infiltrer dans l'Église pour déformer la croyance. Est-ce que vous avez certains exemples sur son infiltration? C'est une très longue histoire. Ça a commencé avant la Seconde Guerre mondiale, lorsque, au sein du Comintern, de l'internationale communiste, la 3e internationale léniniste, on étudiait ces moyens de pénétration dans l'Église. Le secrétaire général du Parti communiste français, Maurice Thorez, menait des opérations de main tendue aux chrétiens. En fait, il s'agissait de les subvertir. Cette, comment dirais-je, cette opération de séduction vis-à-vis des catholiques s'est poursuivie pendant la guerre, quand le Parti communiste français est rentré en résistance. Là, donc, il y a une politique de collaboration avec les catholiques. Et puis, après la guerre, il y a eu une stratégie à l'échelon mondial, développée notamment à partir de la Pologne, la Pologne où s'est mis en place un mouvement qui s'appelait Pax, qui permettait à des catholiques polonais, en réalité passés au communisme, d'éditer leurs journaux, leurs brochures et de les diffuser à l'extérieur. Ils avaient notamment des relais en France avec un journal qui s'appelait Les Informations catholiques internationales. Le mouvement en Pologne était dirigé sous la houlette d'un général soviétique par quelqu'un qui s'appelait Piasecki. Piasecki qui avait été un collaborateur pendant la guerre, un collaborateur des nazis. Les communistes lui avaient dit « Si vous collaborez avec nous maintenant, on ne touchera pas à votre famille ». Et donc Piasecki est devenu un efficace collaborateur des nazis et le mouvement Pax
a infiltré des secteurs très importants de l'Église catholique et notamment ces informations catholiques internationales qui étaient une agence de presse qui servait à des journaux comme Témoignages chrétiens, comme La Vie catholique et bien d'autres encore. Enfin, il y a eu le phénomène de ce qu'on a appelé les prêtres ouvriers. Là, c'était des prêtres qui avaient le cerveau lavé en quelque sorte et que l'on envoyait à l'usine sous le prétexte d'évangéliser, de faire passer les idées chrétiennes, mais en réalité, c'était eux qui étaient passés au Parti communiste et beaucoup d'entre eux militaient dans le syndicat communiste CGT. À la suite de quoi, on a vu aussi des prêtres s'engager dans le terrorisme international. Par exemple, l'abbé d'Avezy, que j'ai bien connu, parce que c'était un de mes cousins, qui a été jusqu'à faire de la guerre en Angola. Il était très proche de Che Guevara. On a donc eu là une collaboration parfaitement organisée de secteurs entiers de l'Église avec le communisme international. Et en fait, en Chine, le Parti communiste chinois essaye même de contrôler la désignation des évêques. C'est hélas une page très, très attristante. Parce que, par exemple, dans ma dernière revue, j'évoque l'église de Yining, dans le Xinjiang, je prononce très mal, pardonnez-moi, où l'église construite il y a seulement 20 ans va être rasée aujourd'hui. Le Vatican a hélas conclu avec le Parti communiste chinois un accord honteux qui a désespéré le grand cardinal Zheng de Hong Kong. Donc il y a là quelque chose d'attristant parce que l'Église catholique en Chine était, vous le savez, divisée entre une Église officielle dépendante du régime et une Église clandestine, souvent héroïque, avec des martyrs. Vous parliez tout à l'heure du Falun Gong, donc avec des martyrs qui ont subi énormément. Il y a eu des persécutions, vous savez cela mieux que moi, des croyants en Chine, quels qu'ils soient. Et donc là, aujourd'hui, le Vatican a conclu un accord qui laisse la nomination des évêques au Parti communiste chinois. C'était très exactement ce qui avait à l'époque déclenché la guerre de Vendée. Lorsque les Jacobins français, les prédécesseurs des communistes, ont décidé d'imposer que la conscription civile du clergé, que les prêtres seraient désormais, comment dirais-je, nommés par la République, ça a été la révolte des populations catholiques. Il n'y a pas d'arrière-rue qu'en Vendée. Il y a eu dans beaucoup de provinces de France des révoltes. Mais donc en Chine, eh bien, c'est le même phénomène. Le rattachement de l'Église au Parti communiste. Or, la doctrine catholique qui repose sur l'Évangile dit « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Eh bien là, on donne à César, César ça veut dire le pouvoir, et le pouvoir totalitaire, on donne à ce pouvoir totalitaire le contrôle de la religion et on comprend le désespoir, l'incompréhension des catholiques chinois. Par exemple, quand vous avez écrit votre revue sur la menace de la Chine communiste pour le monde, à part de ce côté économique et pour la partie de moralité ou d'autres, quel est votre résumé sur la menace? Eh bien, il y a donc d'abord la Chine réalise un totalitarisme parfait. Qu'est-ce que c'est que le totalitarisme? C'est un État qui contrôle simultanément la politique, la religion, la culture, l'économie, l'art. Et voyez, dans la révolution qui se passe
aux États-Unis, en France, etc., vous voyez cette concomitance de révolution. C'est pour ça que même dans sa dispersion, elle est d'esprit totalitaire. Donc là, aujourd'hui, la Chine réalise une perfection de contrôle de tout, de l'économique, du social, du religieux, du politique bien sûr. Donc là, c'est tout simplement Big Brother qui est réalisé et qui veut s'étendre sur le monde. Et comment dirais-je, la visée communiste sur Taïwan, donc est quelque chose d'extrêmement grave. C'est là l'élément qui pourrait déclencher le conflit, parce que une fois ils viennent de conquérir Hong Kong, de ne pas appliquer ce qu'ils avaient signé pour Hong Kong. Maintenant, ils regardent vers Taïwan. Et puis après, ils ne s'arrêteront pas facilement, parce qu'ils voudront contrôler davantage les pays dans lesquels ils exercent aujourd'hui une tutelle économique. Voilà, tout est lié. Il y a donc une imbrication des secteurs qui est proprement une imbrication totalitaire. Est-ce que on peut dire la France ou dans le monde entier, on a une tendance de copier la façon de faire en Chine? Oh non, on copie pas, parce que en fait, on a donné à la Chine, je vous l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de nos productions. Et ça, c'est scandaleux. Mais il y a donc effectivement comme un modèle chinois que l'on nous assène sans arrêt. Or, ce modèle chinois, qu'il faut plutôt toujours préciser un modèle chinois rouge, un modèle chinois communiste, ce n'est pas le modèle du peuple chinois dans son identité. Donc là, la France, il y a en France des inconditionnels donc de la Chine. Par exemple, il y a un lobby pro-Chine rouge important avec quelqu'un comme l'ancien Premier ministre Raffarin, qui veut à tout prix une entente avec la Chine. J'habite près de Toulouse. Au moment où je parle, je suis tout près de Toulouse. Je connais bien les industries de Toulouse, et notamment l'aéronautique, Airbus Industrie. J'ai même donné des séminaires jadis quand j'étais un homme d'entreprise. Eh bien, pour vendre nos Airbus, on a donné à la Chine, en même temps, les procédés de fabrication. Ils ont exigé cela, c'est-à-dire que dans quelques années, la Chine n'aura plus du tout besoin de nous acheter des avions, puisqu'on lui aura donné toutes les procédures de fabrication. Donc là, il y a comme une fascination de la France, comme celle comme celle du crapaud pour la couleuvre. On est fasciné par la gueule ouverte du cobra chinois. Pendant des années et des années. Les mouvements nationaux français, les partis patriotiques français ont réclamé le maintien de notre souveraineté nationale dans le domaine notamment industriel. La France a découvert que nous n'avions plus de capacité de production pharmaceutique. Ça a été l'intérêt de cette épidémie de Covid. Mais vous savez, là, on va continuer à faire confiance à la Chine pour produire nos médicaments. Et il n'y a pas que le médicament, évidemment, qui compte. Et cela est très grave parce que on peut n'être pas du tout partisan d'une politique autarcique. Il faut une politique équilibrée, des échanges. Et là, vous voyez, Macron a été de ceux qui ne voulaient pas entendre parler d'une souveraineté dans le domaine industriel et commercial. Et alors aujourd'hui, il a dit oui, comment se fait-il que nous n'ayons plus de quoi fabriquer nos médicaments et notamment les vaccins? Eh bien, c'est que pour des raisons que je ne m'explique pas, ou plutôt qu'il faudra bien expliquer un jour, il y a eu une fascination
une collaboration en fait, sans doute pour des motifs intéressés d'une grande partie de nos hommes politiques avec la Chine. Vous avez lutté contre le communisme pendant toute votre vie. Est-ce que vous vous êtes senti un peu seul des fois sur ce chemin? Oui et non. Non, ce que j'ai senti, c'est que nous étions peu nombreux. Mais je me suis battu avec des hommes admirables, avec des hommes admirables. Il y a toujours eu en France des anticommunistes très systématiques, c'est-à-dire capables à la fois de se battre sur le plan des idées et sur le plan concret. Par exemple, moi, j'ai été très fier parce que comme j'étais le directeur des relations humaines d'une grande entreprise dont le siège est tout près de chez moi, on m'a demandé de venir animer un jour par semaine des séminaires de formation pour des cadres de l'aérospatiale, aujourd'hui Airbus Industrie. Eh bien là, parce que quand on m'a demandé cela, le syndicat communiste, CGT, avait 80% des voix pour l'élection des comités d'entreprise. J'ai travaillé là un peu plus de 10 ans, une fois par semaine. Eh bien, quand j'ai dû interrompre ma collaboration pour aller au Parlement européen, la CGT n'avait plus que 30% des voix. Elle avait perdu la majorité et c'était une belle victoire. Et qu'est-ce qui vous a, encouragé de faire tout ça? Eh bien, parce que j'ai une conviction au cœur, parce que j'aime mon pays, j'aime ma famille, j'aime la liberté. Je suis catholique, je suis français, et tout cela, c'est tout ce que le communisme veut faire disparaître, notre patrie. Et en cela, l'anticommunisme a une vocation universelle. Il y a une vocation universelle et voilà pourquoi je demandais un procès international des crimes du communisme. Parce que tout ne se fait pas à l'échelon national. Nous ne pouvons pas avoir une vision égoïste des choses. Nous devons avoir une vision internationale des choses. Et voilà pourquoi je pense qu'une télévision comme la vôtre s'honorerait de reprendre cette idée que j'avais menée avec beaucoup de journalistes. J'ai eu jusqu'à 3000 personnes de tous les milieux, de tous niveaux, mais qui m'ont appuyé dans cette revendication du procès international des crimes du communisme. Tant qu'on n'aura pas fait cela, eh bien, voyez-vous, pour le nazisme, il y a eu un tribunal à Nuremberg. À la suite de quoi ils ont pendu les grands criminels nazis. Il ne s'agit pas de pendre qui que ce soit aujourd'hui, mais il s'agit de dire la vérité de l'histoire. Et ça, c'est un combat. C'est le combat pour la vérité. Je pense que le combat contre le communisme, c'est très simple. C'est celui de la vérité contre le mensonge. Et d'après vous, comment on peut échapper à l'emprise du communisme? Eh bien, en faisant ce que nous faisons, à savoir nous battre en rectifiant les idées. Voyez-vous, Lénine avait été très formé par un marxiste russe qui s'appelait Plekhanov. Plekhanov a ensuite quitté Lénine, mais c'est lui qui véritablement a joué un rôle dans la marxisation de la gauche russe avant la révolution. Et il mettait en avant que le parti communiste devait être fondé sur 3 personnages. Le propagandiste, l'agitateur et l'organisateur. Qu'est-ce que c'est le propagandiste pour Plekhanov et pour Lénine? Lénine le répétait sans arrêt. C'est celui qui enseigne beaucoup d'idées à un petit nombre de personnes. Ce n'est pas la propagande au sens qu'on le croit aujourd'hui. Le propagandiste, Lénine, le martelait sans arrêt. Beaucoup d'idées à un petit nombre de personnes. C'est donc un homme intellectuel qui enseigne pour ceux qui vont constituer les noyaux dirigeants du parti.
L'agitateur. Lénine disait, celui qui enseigne une seule idée à un grand nombre de personnes, c'est-à-dire le slogan. La Révolution française, ça a été l'égalité. La Révolution iranienne, le propagandiste, l'agitateur et l'organisateur, c'est celui qui fait le travail, qui complète le travail des deux ordres. Et Lénine disait, commenter cette équation, révolution égale propagande, que multiplie agitation, que multiplie organisation. Eh bien, nous devons agir pareil, sur le domaine d'abord de la propagande au sens léniniste du mot, c'est-à-dire beaucoup d'idées de petits nombres de personnes. Ensuite, le travail de l'agitation, une seule idée, l'idée fondamentale, et puis le travail de l'organisation. Nous devons en quelque sorte inverser la stratégie communiste. Mais on en prend ces 3 jalons fondamentaux. Et avant de conclure notre interview, quel est votre message pour les gens qui croient que le communisme est mort et c'est quelque chose qui est très loin d'eux? Le message, c'est qu'ils tentent d'ouvrir les yeux. C'est qu'ils ouvrent les yeux sur la réalité du monde. C'est qu'ils regardent la réalité du monde, non seulement en Chine, en Corée, à Cuba, mais qu'ils la regardent aussi en Amérique, au Venezuela, donc qu'ils voient ce qui se passe aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, dans les universités, comme en France, le marxisme-léninisme donc a pris depuis des années une vigueur considérable, exerce sa dictature. Il y a aujourd'hui des professeurs qui sont dénoncés, on met leur nom sur les murs et leurs photos, exactement comme pendant la révolution culturelle chinoise, où les étudiants qui étaient allés quelquefois d'ailleurs jusqu'à dévorer leurs professeurs, puisqu'il y a eu du cannibalisme pendant la révolution culturelle. Donc, on désignait les victimes à la vindicte des foules manipulées et hystérisées. Eh bien, donc aujourd'hui, il n'est que temps de s'apercevoir que notre système d'éducation nationale est gangréné par un néo-communisme en Amérique, comme en France, comme en Angleterre, comme en Allemagne. Donc, on ne s'attendait pas à ça. C'est un phénomène, le communisme, ou le néo-communisme, a agi d'une manière très subreptice. Et voyez aujourd'hui, avec le soi-disant antiracisme, qui n'est qu'un racisme à l'envers, puisque les militants comme moi, nous avons été sans arrêt combattus comme étant des racistes. Le racisme nous est totalement étranger. Bien sûr, mais c'était des modes communistes de dialectique consistant à discréditer ceux qui combattaient leurs idées. Et bien donc, il faut regarder en face la vérité. Nous avons un système d'enseignement qui est un système comment dirais-je, de négation de la vérité. Nous avons un système médiatique qui est largement imprégné, voilà pourquoi des télévisions libres comme nos amis de TV Liberté, de Radio Courtoisie, sur laquelle je parlerai après-demain, donc sont vraiment très nécessaires. Il faut se battre tout simplement pour la vérité. Il ne s'agit pas de se battre pour une idéologie, il s'agit de se battre pour la vérité. Merci beaucoup Bernard Anthony. Merci, et à bientôt j'espère.